Bonjour Thomas, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah écoutez, très bien, ça se passe bien ici. Peut-être pour ceux qui nous regardent, et il y a des gens qui vont nous regarder aussi derrière leurs écrans. Donc rappelez-nous un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Alors moi, je suis un ancien de la profession du BTP et j'ai créé Impulse Partner il y a 10 ans pour faire l'intermédiaire entre les startups qui innovent, qui proposent des idées, enfin on va en parler tout à l'heure, l'intermédiaire entre ces startups et les acteurs historiques du marché qui, du fait de leur taille et de leur mode d'organisation, ont beaucoup de difficultés en fait, à s'interfacer avec les startups. Donc il y a vraiment un besoin d'intermédiation, d'identifier les cas d'usage sur lesquels ça peut marcher et ensuite de pousser les startups. Alors, on va parler de digitalisation, mais lorsqu'on parle de digitalisation, c'est vrai qu'on pense à d'autres secteurs, d'autres industries, le commerce, la finance, mais le BTP, le virage, donc on est un peu loin. Comment est-ce que vous voyez les choses? Il y a le verre à moitié vide et à moitié plein. Donc, il y a eu des grandes avancées, comme dans tous les secteurs, parce que la digitalisation, mine de rien, elle avance, ne serait-ce que pendant le Covid, de tout ce qui est dématérialisation des factures. Enfin, c'est un bon exemple de digitalisation qui marche. Après, comme vous le savez, on est dans des métiers qui sont extrêmement fragmentés, avec des silos entre un concepteur, un constructeur, un exploitant, donc des gens qui ne se parlent pas forcément naturellement. Et en plus, plein de petites boîtes. Même les grosses boîtes de BTP, finalement, elles sont assez petites par rapport à la taille du marché. Et donc, c'est une somme d'entreprises extrêmement fragmentées. Et qui dit digital dit transversalité des data, dit échange de data entre clients, fournisseurs, usagers, etc. Et la chaîne de valeur historique, elle est pas vraiment organisée pour permettre ça. Donc finalement, elle résiste naturellement, sans compter qu'il y a aussi des sujets de sécurité et des résistances légitimes, mais je veux dire, dans sa structuration et dans la manière dont la chaîne de valeur est organisée, c'est normal qu'elle résiste à une digitalisation, là où dans la finance, par exemple, il y a des grands acteurs qui peuvent être prescripteurs et qui peuvent imposer des choses qui n'est pas le cas dans le BTP. Alors, si j'ai bien compris, donc les freins, c'est un peu cette organisation silo, on ne se parle pas assez, donc du coup, il n'y a pas de flux de communication et de données entre. Mais quels sont les leviers qui sont possibles justement pour accélérer, pour aller de l'avant, pour se parler, pour mieux utiliser ces outils? Alors, je dirais, il y a des tas d'outils qui peuvent dépasser les freins que j'ai évoqués. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui n'impliquent pas le cœur de métier. Je reprends l'exemple de la facturation de tout à l'heure. C'est hyper simple, ça pose de problème à personne, on le fait et ça marche. Donc tout ce qui va permettre de remplacer des tâches manuelles ou des tâches répétitives par du digital et qui ne perturbe pas la chaîne de valeur classique, ça peut marcher tout de suite. Donc ça c'est un énorme levier et il faut y aller à fond. Et ensuite, les grosses innovations qui vont transformer la chaîne, la révolutionner, comme vous l'avez dit, celles-là, elles ont plus de difficultés à convaincre les uns et les autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on met du digital, d'une certaine manière, on optimise les choses. Et aujourd'hui, comme on est siloté, on a plein d'optimums locaux et on n'a pas un optimum global. Donc en fait, la difficulté, c'est que les uns et les autres acceptent de se désoptimiser à leur niveau local pour une optimisation globale. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont perdre et des gens qui vont gagner. Donc je ne dis pas que ça ne va pas se faire, je dis que ça prend naturellement du temps parce que c'est humain et ça prend du temps à accepter. Alors que les technologies existent, ce n'est pas le problème des technos, c'est l'acceptabilité des technos le sujet. Donc c'est l'adhésion et l'acceptabilité. Mais pourtant, dans l'écosystème, on voit un peu partout les startups du numérique sont bien présents et en force dans le BTP et de plus en plus. Donc ça, c'est rassurant. Donc est-ce que ça promet concrètement l'avenir c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a énormément de startups. Et d'ailleurs, pour info, la plupart des startups qui existent dans le monde du BTP, c'est des anciens de la profession qui ont identifié des problèmes, qui ont identifié des solutions et qui les poussent. Donc, ce n'est pas des jeunes start-upers qui viennent de nulle part. C'est des gens qui connaissent vraiment les choses. On a toujours tendance à penser les startups, c'est que des jeunes. Non, mais ouais, déjà, ce n'est pas que des jeunes. C'est des gens expérimentés, c'est des gens qui connaissent bien les marchés et qui proposent des choses. Donc, nous, on a un stand qui est juste derrière. Là, c'est tout le Construction Tech. Donc, je vous invite à aller voir. Et je vous invite à télécharger ce petit document-là qui est un état des lieux des startups qu'on a produit. Et il faut taper Observatoire des tendances de l'innovation dans le BTP. Vous cherchez ça sur Internet, vous le trouverez tout de suite. Et quand je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'il y a énormément de matières qui existent, mais leur taux de diffusion dans le marché reste extrêmement faible.
Donc ça n'empêche pas que les startups marchent, se développent et grandissent, mais elles pourraient être 100 fois plus grandes en fait en potentiel. Peut-être ce serait intéressant pour donner un peu plus de vision et un ordre un peu de grandeur. Concrètement, quels sont les champs d'innovation aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on peut, enfin, est-ce que vous avez des exemples, des innovations qui sont les plus qui sont les plus prometteurs ou transformateurs pour illustrer un peu ce qu'on peut faire? Dans votre question, il y a qu'est-ce qui est transformateur? Et c'est un peu ridicule, mais plus ça sera simple, plus ce sera transformateur. Donc des choses qui vont permettre de faciliter les relations entre acteurs, sans les dénaturer, juste les faciliter, les accélérer. Donc par exemple, tout ce qui est digitalisation des appels d'offres. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a plein d'appels d'offres dans la profession, qu'il y a des couches de sous-traitance. Et aujourd'hui, c'est essentiellement fait à la main, à partir de fichiers. Alors c'est digitalisé parce que c'est des fichiers Excel, mais c'est fait à la main. Quand on consolide, donc on part des fichiers Excel qui ne sont pas cohérents entre eux. Donc l'ensemble de la profession passe un temps fou à lire des PDF, à les traduire en Excel et à comparer des Excel. Et il y a des startups qui commencent à exister là-dessus. Et là, c'est de l'optimisation de tâches bêtes et simples. Et ça marche très bien. Et ça peut se diffuser partout. Après, c'est pas hyper révolutionnaire. On est juste en train de comparer deux fichiers Excel. Mais c'est un vrai potentiel. Et de l'autre côté du spectre, il y a des choses extrêmement innovantes. Donc on peut dire c'est génial, ça va tout transformer, on va pouvoir robotiser la construction. Ça existe, ça marche. Mais avant que ça se diffuse, aujourd'hui on le fait sur quelques chantiers exemplaires ou sur des expérimentations. Avant que ça se diffuse dans la profession, ça va jamais se diffuser en fait. Ça va toujours prendre du temps. Ça prendra une petite part de marché, mais on sera toujours sur des choses qui sont extrêmement locales, extrêmement liées à la main d'œuvre, extrêmement liées à la météo. Enfin, on est dans une industrie qui, pour de bonnes raisons, ne peut pas se passer de l'intelligence humaine et la gestion des aléas, quoi. Voilà. Donc d'un côté, on parle de fichiers Excel et de l'autre côté, on a le Web 3.0. Donc il y a un champ de possibles. Et si vous commencez à parler du Web 3.0 à des gens qui font que de l'Excel, ils vont juste avoir peur. Ils vont Justement, se dire, c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'on n'explique pas, on vulgarise pas. Pour les gens, c'est de la science-fiction, ils ne comprennent pas quelle est l'utilité, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière pragmatique. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà le sujet, peut-être ça paraît simple, mais pour ceux qui ne connaissent pas les sujets, qui sont encore au fichier Excel, justement, qu'est-ce que vous leur dites? Comme toujours, hein, c'est de la pédagogie. Il faut prendre du temps pour rencontrer les solutions. Il ne faut pas juger à l'avance les solutions. Il faut les voir, il faut les expérimenter en fait. Donc nous, on accompagne des tas de dispositifs qui permettent d'expérimenter. Et on peut dire, franchement, j'ai commencé il y a 10 ans. En 10 ans, quand on parlait innovation dans la construction, hors matériaux, on était un peu pris pour des clowns parce qu'on nous disait c'est bien gentil votre truc, mais c'est pas ça le sujet, quoi. Et aujourd'hui, y compris les grands patrons des grands groupes, ils sont tous sur l'innovation parce qu'ils savent que il y a un problème de main-d'œuvre, il y a un problème d'acceptabilité de la construction. Il y a un vrai sujet de transformation. Pour autant, il faut y aller doucement. On est sur des populations plutôt de profil ingénieur, rationnel, qui ont besoin d'avoir des acquis avant de pouvoir les déployer. Donc, c'est des organisations qui prennent du temps. Donc, il ne faut pas non plus imaginer qu'une start-up va transformer le monde. C'est plutôt, on va accompagner une transformation qui est déjà en cours dans le secteur, une modernisation. Alors peut-être, dites-nous un peu comment vous, en tout cas, vous accompagnez les startups aujourd'hui concrètement. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner cette transition? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de manque de startups. C'est-à-dire qu'il y a énormément de startups, il y a énormément d'idées innovantes. La difficulté, c'est la rencontre avec le marché. Et comme il y avait beaucoup d'idées innovantes, les acteurs du marché, eux, ils sont submergés d'idées innovantes. Et donc, il faut faire des filtres, il faut faire des tris, il faut contexte par contexte et sujet par sujet, il faut identifier ce qui est le plus pertinent. Là-dessus, on rajoute des modes. Donc, par exemple, il y a 4 ans, tout le monde parlait d'économie circulaire. Depuis 2 ans, tout le monde parle de carbone. Dans 2 ans, on parlera de, je sais pas, de sobriété. Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on se focus toujours sur un problème. Après, on attaque l'autre, alors qu'on devrait regarder de manière un peu plus. Oui, mais c'est qui on? Oui, mais c'est tout le monde. Il n'y a pas de vision commune. Les politiques publiques. Et bon, enfin, vous connaissez le sujet un peu mieux que moi. Je pense qu'à la fin de la journée, les constructeurs, l'ensemble des agents de la construction, ils ont besoin de livrer des bâtiments qui soient dans de bonne qualité. Et dans ces gens-là, ils ont les reins solides. Ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur des solutions innovantes.
Ils savent qu'au hasard des réglementations ou des hausses des prix de matières premières, ils sont très affectés. Et donc, on ne peut pas non plus leur demander d'être sachants sur le Web 3.0 et parler le matin de la performance énergétique et l'après-midi du carbone. Donc, une grande partie des startups qui se développent, comme je le disais, accompagnent cette transition. C'est-à-dire que les équipes carbone dans les grands groupes sont en train de se créer. Et donc, ils ont besoin d'outils. Le carbone, c'est beaucoup de reporting, en fait. Donc, il faut des outils qui permettent de faire remonter de la data, ensuite analyser la data. Tout ce qui est analyse de data, c'est une compétence qui est absolument inexistante dans l'univers de la construction et qui n'est pas évidente à attirer parce que les gens qui sont bons en data, ils vont plutôt ailleurs aujourd'hui. Donc il y a aussi un vrai sujet. Une fois que quelques startups auront permis de digitaliser les process, la vraie valeur, elle est dans l'analyse des data pour faire autrement ou pour faire mieux. Et ça, on en est encore au tout début d'une marche. Par contre, si on est positif, on se dit que c'est inéluctable, c'est que le temps s'accélère, que cette compétence elle est en train d'arriver et que du coup, ça justement, avance bien. On en parlait hier, on parlait ce sujet de la data et de l'intelligence artificielle et la personne qui était là et qui prenait un exemple de l'université de Newcastle et expliquait que pour installer un capteur dans l'université pour collecter de la donnée, ça a pris 27 meetings, je ne sais pas combien d'autorisations, je ne sais pas combien de centaines de mails, etc., etc. Donc à la fin, quand on arrive à la chaîne, juste pour collecter ces datas avec ce capteur, c'est vrai que c'est pas très encourageant, quoi. On se pose des questions. Bon, évidemment, il y a les questions de la RGPD, de privacy, etc. Mais c'est un peu ça aussi le problème, parce que les gens ne comprennent pas justement comment est-ce qu'on peut exploiter cette data de manière sécuritaire, safe, comme on dit en anglais, et rassurer un peu les gens pour qu'on puisse les utiliser à bon escient. Alors, je ne suis pas du tout surpris de cet exemple, parce que nous, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et je rappelle que, comme d'autres secteurs, mais le monde de la construction est extrêmement réglementé sur des objets uniques. À la différence d'un avion, parce que l'aéronautique est très réglementée aussi, mais quand vous avez fait une chose sur un avion et que vous l'avez démontré, vous pouvez le faire sur 150 avions après. Et pas avec le bâtiment, en fait. Le bâtiment, à chaque fois, vous êtes déjà chacun des bâtiments est différent, et ensuite chaque ville est différente, chaque réglementation locale est différente, chaque décideur local est différent. Donc c'est un peu ce qui a fait aussi le succès de la construction dans le passé, c'est qu'elle a su s'adapter au local, et maintenant c'est un peu son problème, c'est qu'elle ne peut pas se déployer comme les autres, quoi. Et donc, pour revenir sur mon point, les solutions qui vont vraiment se déployer, c'est celles qui intègrent cette résistance naturelle qu'ils auront pour se déployer. Donc, ça peut sembler simple de mettre un capteur, mais en fait, le gars qui connaît vraiment bien ce que ça veut dire de mettre un capteur, il va savoir qu'il aura des tas de questions, qu'il aura 27 meetings à faire. Et donc, soit dans son offre, il trouve une manière d'éviter les meetings, soit de les éviter, c'est-à-dire de les anticiper, de proposer des solutions qui permettent de le contourner. Donc nous, on a peut-être le faire aussi de manière transparente. Donc si on met des capteurs, on n'est pas très... Enfin, de le mettre peut-être de manière visible. Enfin, les capteurs, c'est un exemple. De le faire de manière transparente. C'est ça aussi, ça peut rassurer parce que, bon, oui, c'est les collègues de la data, ça n'a jamais été aussi... Enfin, les gens ont peur, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos données ? Après, il y a d'autres géographies où les gens se posent moins de questions qu'on peut s'en poser chez nous. Tout à fait. Mais on a tous dans nos poches 10 capteurs, on a 100 capteurs dans nos voitures, et personne ne se pose la question. Non, mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Hier, on avait une autre question. L'expert de l'IA posait la question à la salle en disant est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle ? Levez la main. On était 2 à lever la main, et en fait, il a reformulé la question, il dit est-ce que vous avez un smartphone ? Et là, tout le monde a levé la main. Donc, vous utilisez l'intelligence artificielle. Mais on ne le sait pas. Donc c'est ça aussi, parce qu'on n'est pas assez éduqué sur certains sujets, et c'est qui crée aussi un peu toute cette méfiance. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça va changer, parce que nous, on n'est pas éduqués, mais les jeunes seront éduqués, et donc ça ne sera plus un problème. Après, il y a un vrai sujet de qu'est-ce qu'on fait des datas, pas au sens protection, mais comment les datas peuvent nous aider à nous améliorer, à mieux construire, à mieux isoler, à mieux utiliser. Et à moins construire aussi. Parce que normalement, plus on a de data, moins on a besoin de construire. Parce qu'on sait mutualiser des choses, on connaît le taux d'occupation, on sait comment les routes fonctionnent et on est capable de faire circuler les gens, etc. Donc il y a un vrai potentiel de révolutionner la construction en exploitant mieux la data.
mais la pente est raide. Voilà. Et surtout, les innovations existent, parce que vous le disiez vous-même, hein, c'est des professionnels du bâtiment qui créent des startups parce qu'ils identifient des problèmes qu'ils auront rencontrés pour trouver des solutions. Mais aussi, l'industrie du BTP, je pense qu'il y a plein de startups et d'entrepreneurs qui ont des idées et des innovations qui sont bien et que vous devez rencontrer et qui doivent travailler peut-être plus. Est-ce que les grands, justement, les industriels, ils sont peut-être intégrés dans leur démarche dès le départ, d'avoir un peu ces innovations, avoir ces personnes qui ont ces idées dans leur réflexion, de réfléchir à la construction de demain? Mais à nouveau, même un très grand est tout petit en fait. Sans citer de nom, mais vous regardez le plus grand producteur de matériaux de France qui a son stand ici, il est tout petit dans la chaîne de valeur en fait. Il a une centaine, il a des millions d'installateurs, il a des architectes qui vont prescrire des bâtiments qui sont à chaque fois différents, il a des entreprises qui seront à chaque fois différentes quand elles vont mettre en œuvre. Et l'exploitant qui va gérer sera différent. Donc ce que je veux dire, c'est que le jeu d'acteurs est tellement fragmenté, et en l'occurrence, même si les grands acteurs y font de l'innovation, on reste dans des interfaces qui sont ultra complexes. D'où l'intérêt du digital de fluidifier les interfaces. Alors, cette année, bon, c'est vrai que Batimat, on parle beaucoup de décarbonation, de transition écologique et énergétique. Et vous travaillez justement avec ces startups qui sont dans le bâtiment et qui sont en train de réfléchir à des solutions, à des innovations. Est-ce que justement ces sujets de transition énergétique, c'est des sujets que vous voyez dans les projets, dans les réflexions? Comment ça se passe? Aujourd'hui, pour être très clair, il y a un retard de l'industrie de la construction sur le sujet carbone. Donc dès qu'on parle d'une start-up carbone, le marché va dire bah oui, j'en ai besoin parce que comme je suis en retard, il faut que je rattrape. Donc il y a cet effet un peu malsain de rattrapage. Après, le vrai sujet de la construction depuis 20 ans, c'est la productivité et le coût de la construction. Et si en plus on peut améliorer le carbone parce qu'on est plus productif et que ça coûte moins cher, tout le monde est gagnant. Donc on a vraiment besoin d'être un peu moins sur les modes, comme je disais tout à l'heure, et de rester sur des fondamentaux qui sont... la meilleure manière de faire moins de carbone, c'est de construire mieux en construisant moins, avec moins de matière. Et ça, c'est quoi? C'est des études. On a des tas de startups qui permettent de faire via l'intelligence artificielle, via de l'optimisation topologique ou autre chose, qui permettent de diminuer le poids matière, mettre moins de béton, moins d'acier, moins d'armature, moins d'isolant, parce qu'en fait, on a mieux calculé les choses, et du coup, on surdimensionne moins. Et on a eu Madec qui était là pour parler justement de ces sujets et qui nous disait bon, le problème, c'est le tout béton. On est encore dans cette logique, hein, donc on va pas se mentir, hein, on est encore un peu dans cette logique. Donc le tout béton, lui, il dit il faut stopper net le tout béton. Et lorsqu'on aura stoppé net ça, de toute manière, les innovations sont là, on a des alternatives, il faut juste qu'on mette en place les bonnes pratiques. Juste peut-être une réaction? Donc là, on sort du digital. Hein. On a une culture très béton. Du coup, on a une réglementation très béton, résistance au feu et compagnie. Et du coup, c'est compliqué quand on met moins de béton. Parce qu'on ne sait pas faire, en fait. Après, il y a des tas de solutions hyper intéressantes de matériaux alternatifs qui sont en grand progrès, mais qui ont encore, pour certains, des volumes qui sont inférieurs. C'est-à-dire que si on voulait faire sans béton aujourd'hui, on ne saurait pas faire. Non pas parce que c'est plus cher, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de matière autre. Vous savez que le béton, enfin on dit souvent ça, le béton c'est la deuxième ressource la plus utilisée après l'eau sur la Terre. Et nous on en consomme un peu, mais les Chinois et les autres, ils en consomment beaucoup, beaucoup. Donc c'est pas pour rien qu'on fait du béton, c'est parce qu'il y avait aussi un rationnel à la fois économique, au niveau sécurité, etc. Donc j'ai pas envie d'avoir un avis là-dessus. Je dis juste que on peut pas être aussi binaire en disant il faut arrêter quoi. Par contre, c'est sûr que les concepteurs avec qui on travaille, le premier réflexe c'est de dire je vais le faire en béton. Et donc il faut qu'il y ait d'autres réflexes pour qu'on puisse dire c'est quoi l'usage, qu'est-ce qu'on fait, et seulement après on arrive sur le matériau, le choix du matériau. Alors, on va revenir quand même sur la digitalisation. Il reste 1 minute. On va pouvoir prendre les questions de la salle, si vous en avez, en tout cas, sur ce sujet. Donc, le panel aujourd'hui, la question, c'était quelle sera la prochaine licorne du bâtiment? Et avec toutes les innovations, les startups, les entrepreneurs qui sont là, c'est pas complètement tiré par les cheveux, hein, rassurez-moi. D'avoir des licornes? Dans le bâtiment, qui font les choses bien, en respectant les règles, avec des bâtiments bas carbone ou complètement décarbonés. Enfin, je rêve peut-être, mais... La taille du marché est telle qu'il y a largement de la place pour avoir des licornes, dans le sens où
Enfin, rien qu'en France, c'est énorme, et puis ensuite, ça se déploie dans les autres pays. Donc, à mon avis, on va quand même mettre une bonne quinzaine d'années avant que le marché soit mûr pour accueillir ce genre d'innovation. Non pas que les innovations sont trop innovantes, c'est juste qu'il y a un gap culturel qu'il faut du temps à accepter, quoi. Et comme d'autres secteurs l'ont fait dans le passé, mais ils l'ont fait sous la pression de la concurrence internationale, etc. Et on n'a pas ce sujet-là sur la construction. On est chez nous. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Thomas? N'hésitez pas, il y a des micros. Donc voilà, merci. Je reviens à la question initiale. Pour vous, quelle sera la prochaine licorne du bâtiment? Donc pour moi, c'est des sociétés qui vont désintermédier les interfaces entre les acteurs. Je reviens à mon histoire de fichier Excel. Là, c'est des sociétés qui vont faire à la place d'humains des tâches très simples. Lire un PDF, le traduire en Excel, comparer des chiffrages, etc. Parce que là, il y a un boulevard. Et tous les autres sujets, aussi sexy et passionnants qu'ils puissent être, ça sera compliqué à déployer de manière très vaste. J'espère que ça répond à la question. Donc, et elles sont 5 ou 6 dans ce champ-là, donc la meilleure survivra, quoi. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Thomas? N'hésitez pas. Et Thomas, peut-être en attendant les questions, donc vous voyez justement les innovations, les startups et les entrepreneurs régulièrement, donc vous les accompagnez bien évidemment. Et est-ce qu'on part dans un futur justement où le bâtiment, avec la digitalisation, on va pouvoir avoir justement ce rêve de bâtiments bas carbone un peu partout dans nos villes, ou alors des bâtiments qui vont devenir des puits carbone? Enfin, quelle est votre vision et peut-être votre espoir? J'en sais rien. Moi, je suis positif et j'ai plein d'espoir. Mais pour le coup, pour tuer un peu l'ambiance, le futur de la construction en France, c'est la rénovation. Donc on peut imaginer le bâtiment exemplaire, génial, mais on va en faire 2% de... L'essentiel du parc existant, c'est nos bâtiments existants, quoi. C'est nos logements, c'est nos bureaux. Et si on veut être rationnellement exemplaire en termes d'économie d'énergie, d'usage, de bilan carbone, etc., il faut qu'on travaille sur l'existant qui, pour certains, sont des vraies épaves, et pour d'autres, sont des bâtiments corrects des années 80 sur lesquels il y a beaucoup de boulot. Donc pareil, c'est pas hyper sexy, c'est pas le super bâtiment d'architecte, mais il faut absolument qu'on sache rénover ce qu'on a construit dans le passé. Et chaque cas est hyper compliqué. Imaginez, rénover du bâtiment haussmannien parisien, enfin, toucher la façade, c'est impossible. Donc il faut rénover par l'intérieur, ce qui est impossible aussi. Donc enfin, bref, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on n'est pas sur un truc théorique. C'est pas comme des voitures où on change de modèle parce qu'on a changé quelque chose. On est sur un passé avec qui on doit vivre et qu'on doit adapter. Et donc il n'y a pas de grand soir où on va faire les choses. Par contre, il y a un effort continu d'optimiser des petites choses et des petites briques locales. Merci Thomas, merci en tout cas.